Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la seconde partie de cette émission décryptage proposée par Anews Expérience Client, où nous allons parler de musique et le lien avec l'expérience publique, l'expérience client. Pour rappel, nos invités, donc Nicolas Chassagne, bonjour. Bonjour. Nicolas est guitariste du groupe Kyo, groupe français pop-rock qui a vendu 2 millions d'albums, 3 victoires de la musique et autres multiples récompenses. Il est compositeur et créateur d'identité musicale pour plusieurs marques et entreprises. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Sandy Lavallard, qui est plus connu sous le nom de Koun. Il est musicien, compositeur et chanteur. Il travaille notamment pour beaucoup de marques de publicité ou d'événements. Il a travaillé pour BMW, Volvic, Decathlon, Samsung ou encore le Stucru. Pour sa partie artistique, on a vu lors de la première émission qui nous a emmenés dans l'espace et qui fait plein de choses incroyables. Et pour cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser plutôt à votre casquette d'artiste. Et j'ai une première question pour vous, Sandy, qui est de quelle manière vous arrivez à rester innovant dans votre musique et est-ce que vous intégrez ou pas les nouvelles technologies ou, par exemple, l'intelligence artificielle dans votre travail? C'est une bonne question. Alors ça, c'est un gros débat en ce moment dans la musique. L'IA, alors il y a ceux qui disent que on va se faire bouffer tout cru par l'IA et ceux qui disent bah non, parce qu'en fait, il faut quand même un minimum d'humains et puis les robots ne seront jamais des humains. Bon, je sais pas. En tout cas, moi, j'utilise un petit peu le truc ChatGPT là. Je l'utilise comme un assistant en fait, mais vraiment c'est plus pour gagner du temps sur de la paperasse ou des choses comme ça ou des recherches que pour créer des paroles, parce que je sais que alors moi j'en connais qui créent des paroles avec cet outil. Ça m'intéresse pas du tout. Enfin, ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas, j'aurais l'impression de tricher. Enfin voilà. Après, pour tout ce qui est innovation dans le son, on en parlait dans la première émission. On est obligé de rechercher, je pense, d'être curieux quand on est musicien, de regarder un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche, quelle guitare, quel est le dernier synthé qui est sorti, quelles sont les banques de sons qu'on utilise sur des ordinateurs pour avoir des sons qui sont peut-être plus intéressants, plus riches. Donc, ouais, j'ai pas le choix, je suis obligé de regarder un petit peu ce qui se passe, regarder sur YouTube les tutos, comment il a fait pour faire ça, comment... Voilà, mettre les mains dans le cambouis, puis de tourner des boutons. Et puis parfois, il y a la magie qui est là, et il se passe quelque chose, il y a un son qui est hyper intéressant, et puis on va l'utiliser, et puis on l'enregistre bien quelque part dans nos réglages pour une marque, notamment, ou pour un titre perso. Donc vous n'écrivez pas vos chansons, ni les compositions avec ChatGPT? Non. Mais vous l'utilisez plutôt comme un assistant ou pour retirer des tâches qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. C'est ça. D'accord. Et Nicolas, du coup, est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Donc, plus globalement, comment vous faites pour rester innovant dans votre musique? Et est-ce que vous intégrez ou pas, d'ailleurs, les nouvelles technologies? Alors moi, j'intègre pas pour le moment d'intelligence artificielle, mais parce que j'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Je suis pas contre non plus aller voir un peu ce que ça peut apporter. Après, dans le côté innovant, je crois qu'on essaye de se renouveler de toute façon, de ne pas faire ce qu'on a déjà fait. Donc, comme disait Sandy, on essaye d'être curieux de tout ce qui existe, de tout ce que la modernité peut nous apporter. Je sais que voilà, l'intérêt, c'est de trouver le bon équilibre entre une voix, par exemple, qui est tout ce qu'il y a de plus naturel, mais par contre, utiliser la nouvelle technologie qui va mieux capter la voix et pouvoir mieux la retranscrire sur un enregistrement audio. Donc voilà, c'est utiliser la technologie, mais tout en continuant de travailler sur des sources sonores qui sont très naturelles, la voix, des instruments à cordes, des instruments à vent. Donc je pense que l'un et l'autre, on aime bien se servir des deux choses, des choses traditionnelles, un peu de modernité.
Aujourd'hui, tout ce qui est musique, et même musique à l'image, et musique en général, c'est vrai qu'on fait beaucoup appel à l'informatique musicale, parce que ça va plus vite, parce que ça permet de faire des choses où on n'a pas besoin d'aller en studio pour enregistrer une batterie. Par exemple, quand on n'a pas le temps, on peut travailler sur des sons de batterie qui ont déjà été enregistrés et s'en servir dans une composition. Donc voilà, je pense qu'on fait un peu des deux. On utilise un peu la technologie et puis on essaye quand même de garder des choses naturelles. Ouais. Alors comment vous faites pour, après tant d'années, à fidéliser vos fans? Comment vous faites pour animer cette communauté de fans? Est-ce que c'est les mêmes d'ailleurs qu'il y a 20 ans? Oui, nous, il y a une grosse partie du public qui nous suit, en effet, qui sont très fidèles depuis 20 ans. Il n'y a pas une réelle démarche, en tout cas de vraie réflexion de comment on peut les fidéliser. C'est juste ça nous a toujours tenu à cœur d'essayer de se rendre disponible au-delà de la musique, c'est-à-dire de prendre un peu de temps pour faire des photos après les concerts parce qu'on sait que ça fait plaisir, ou échanger deux, trois mots parce qu'on sait que ça fait plaisir aux gens. Quand on peut, on répond aussi aux messages. Quand on sort un album ou qu'il y a un événement, on essaye de créer un live stream, donc de discuter en direct, répondre en direct à des questions que les gens posent en direct. Donc voilà, c'est plus le fait de se mettre un petit peu à disposition des gens pour qu'ils puissent interagir avec nous. Et puis leur faire aussi partager des moments qu'ils ne voient pas forcément, les coulisses, ou quand on est en studio et qu'on ne peut pas accueillir tout le monde en studio, on va prendre des images, comme ça on va pouvoir leur montrer un petit peu comment c'est fait, comment on s'y est pris, et qu'ils puissent voir un petit peu l'envers du décor aussi. Enfin, c'est pas tout à fait l'envers du décor, mais c'est plus des moments auxquels ils peuvent pas participer, et on essaye de les faire participer un petit peu comme on peut à ces moments-là, quoi. Je vois un lien très fort avec les métiers de l'expérience client pour ceux qui nous regardent, c'est la disponibilité, qui souvent font partie des grandes réclamations, ou l'indisponibilité en entreprise. Et donc vous avez souligné le fait que d'être disponible, ça peut aussi permettre quelque part de fidéliser cette communauté de fans. Ouais. Et comment vous faites pour choisir les artistes ou les partenaires avec qui vous travaillez? Est-ce que c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous? Est-ce que vous faites de façon plus stratégique? Comment ça c'est très souvent des rencontres humaines, avec en effet des valeurs ou des idées ou des envies qui se partagent au cours d'une rencontre et qui vont déboucher sur une collaboration qui va aboutir ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup des fois d'essais de collaboration et puis on se rend compte que finalement ça nous emmène ailleurs, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait faire au départ. Mais oui, je pense que ce qui nous sert de phare, c'est la connexion humaine au départ, le fait de s'entendre, le fait de bien aimer quelqu'un, de l'apprécier, ou d'apprécier ce qu'il fait, et de trouver que ce que fait une personne serait vraiment complémentaire de ce que nous on sait faire, et du coup, on va dire, tiens, c'est vraiment dommage de ne pas essayer de mélanger ces deux choses-là, parce que je suis sûr que ça peut donner un truc que je ne pourrais pas faire tout seul, que tu ne pourrais pas faire tout seul, mais si on se met ensemble, on peut vraiment faire un truc intéressant. Sandy, tout à l'heure, on a parlé un peu des réseaux sociaux avec Nicolas. Est-ce que vous les utilisez? Comment vous les utilisez avec votre public? Et est-ce que ça permet de renforcer aussi votre image vis-à-vis du public, de votre public? Alors je le fais, mais je pense que je le fais mal, parce que j'ai pas assez de temps pour ça. En revanche, quand je vois que je suis un petit peu plus actif sur les réseaux, je vois qu'il y a effectivement, ça répond et puis qu'il se passe quelque chose. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger les réseaux sociaux quand on est artiste. Et voilà. Et alors, est-ce que au travers les réseaux sociaux ou ailleurs, vous avez dû gérer des réclamations ou des mécontentements de fans? Et si oui, comment vous avez utilisé ces retours pour vous améliorer? Ce qui peut arriver, c'est avec Nico, c'est pareil, avec Kyo, il doit avoir une bonne dose aussi de. On les appelle les trolls, ceux qui adorent décharger toute leur haine ou tout ce qui est sur les commentaires, en commentaire sur nos réseaux. En fait, faut pas leur répondre, quoi. Enfin, ces gens-là,
ils ont pas envie d'être là, en fait, ils sont trompés de porte, quoi. Non, mais après, parfois, il y a peut-être parfois des côtés un peu... ça peut... il faut se nourrir de ce truc-là, parfois, en disant, bon, bah, tiens, tu vois... Est-ce qu'il y a des retours qui sont pertinents, que vous utilisez ? Ça peut arriver. J'ai pas d'exemple. On essaie d'être hyper ouvert, quoi, avec toutes les remarques qu'on peut avoir. Parfois, quand c'est vraiment gratuit, bon, on passe à côté, quoi. Ça sert à rien. Et vous, Nicolas, comment vous gérez, est-ce que vous gérez ces réclamations ? Comment vous les utilisez ? Est-ce que vous récoltez ces retours de fans mécontents ? Pas que de fans d'ailleurs, d'autres personnes. On tombe dessus forcément. Quand on lit des commentaires, je sais pas, quand on diffuse une vidéo, on va lire un petit peu les commentaires parce que ça nous intéresse de savoir un petit peu comment les gens réagissent. Moi, une critique, si elle est pertinente, pourquoi pas. Je suis vraiment ouvert pour. Après, on sait très bien qu'on ne fera jamais l'unanimité. On fait des choix de direction. Il y a plein de choix. Et on sait très bien que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui auraient préféré qu'on parte par là, des gens qui auraient préféré qu'on s'arrête. Et comme dit Sandy, il ne faut pas en tenir compte quand c'est vraiment juste de la méchanceté ou du mécontentement qui est fait pour casser un peu le moral. Par contre, si c'est une critique qui est, je veux dire, étayée par une logique derrière et que ça peut nous apporter, ouais, on en tiendra compte, c'est sûr. Enfin, ça peut nous aider aussi, je veux dire, Est-ce que vous avez je sais pas, est-ce que vous avez des logiques de récolte de ces retours ? Est-ce qu'il y a des équipes qui gèrent ça ? Personnellement, non, parce que c'est vrai qu'on est quand même plus dans la partie création et qu'on peut pas non plus passer notre temps Mais vous avez des équipes qui gèrent. Mais par contre, je pense que dans la maison de disques, il y a des équipes qui se chargent de regarder, d'analyser un petit peu les commentaires des gens pour comprendre aussi s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Après, c'est rare. Encore une fois, nous, on est dans un milieu où les gens viennent et écoutent, que ce soit au concert ou quand ils écoutent notre musique, c'est pour le plaisir. Les gens viennent pas voir notre concert quand ils aiment pas et c'est rare qu'ils repartent en disant c'est rare qu'ils repartent mécontents. Après, ils peuvent être déçus parce que des fois, on n'a pas le temps de signer une photo ou de prendre une photo avec tout le monde. Donc, c'est sûr que les gens qui n'ont pas pu prendre de photos, ils peuvent être déçus et je le comprends. Il faut qu'ils comprennent que nous, on fait notre possible et que des fois, on ne peut pas faire les 400 personnes qui sont là. Voilà. Vous pouvez avoir des détracteurs d'ailleurs qui ne sont pas vos fans et qui viennent du coup, comme vous disiez, déverser sa haine sur les réseaux. Ouais, mais ça c'est valable pour tout le monde, hein, que ce soit pour les artistes. De toute façon, on est dans un moment de société où la parole est donnée à tout le monde. Et c'est bien et c'est pas bien en même temps parce qu'il y a plein de gens qui devraient des fois se retenir quand c'est juste pour dire des choses méchantes, ça vaut pas le coup. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. C'est vrai. Et j'ai un peu de peine pour eux parce que malheureusement, c'est qu'ils n'ont pas d'autres choses plus intéressantes à faire. Mais je pense que tout le monde est visé par les critiques dans tous les milieux. Donc il vaut mieux se concentrer sur ceux qui sont promoteurs et vos fans. Ouais. Pour finir, est-ce que vous pouvez tous les deux, alors peut-être Nicolas pour commencer, quels sont vos projets en cours et si on veut vous suivre, où c'est qu'on peut vous suivre ? Eh bien, nous, nos projets en cours, c'est pour l'anniversaire des 20 ans du groupe Kyo, on fait une tournée qui est consacrée à l'anniversaire de l'album Le Chemin. Voilà, et on tourne jusqu'à la fin de l'année. D'accord, alors je crois que vous avez un concert notamment le 16 mars. Oui, tout à fait. Koun fait la première partie. Exactement. Du concert et vous êtes également au Zénith à Paris le 17 mars. Ouais. Mais vous ne faites pas que Paris puisque ceux qui nous regardent ne sont pas là que de Paris, donc vous faites plusieurs concerts. C'est ça. Et donc on peut vous suivre sur vos réseaux pour avoir des informations sur ces dates de concert. Tout à fait. Et vous, quelques actualités ? Nouvel album qui va sortir aussi, printemps.
tournée prévue, alors tournée en Europe. Alors après, c'est des petites salles, ça reste un projet indé. Et on va faire ça l'automne prochain. Voilà, l'automne prochain. On est très contents. Et puis je prépare aussi des petits lives solo, comme on a pu voir dans la première émission. Voilà, je suis en train de planifier ça tranquillement. Voilà, et puis il y aura une suite à cette première histoire. À ce qu'on a pu voir. Ouais. Donc ça c'est pareil, on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux si on veut en savoir Absolument. plus et qu'on suive votre actualité. Partout, voilà, Koon, K-W-O-O-N sur YouTube. Alors je dirais sur YouTube en premier pour voir un petit peu ce qui se passe. Après sur Instagram et Facebook et compagnie, il y a tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire pour les entreprises qui nous regardent, si elles veulent vous contacter pour des projets, musique, pour leur marque, elles peuvent tout à fait vous contacter aussi. Et pour finir, moi j'ai envie de vous citer une citation qui fait le lien entre le monde de la musique et le lien entre le monde de l'expérience client, puisque les auditeurs sont principalement des gens qui travaillent sur ces sujets-là. C'est une citation que vous devez sûrement connaître de Maya Angelou qui dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que leur avez fait ressentir ». Et je trouve que ça marque assez bien le lien entre nos deux mondes. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour ces 2 émissions. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Décryptage proposée par AdNews Expérience Client. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et en s'abonnant à la newsletter. Merci beaucoup.